Cet entretien a pour titre, comme Arnold Davidson l'a rappelé, le rappellera peut-être de nouveau, l'enseignement des anciens et l'enseignement des modernes, c'est-à-dire qu'il part d'un texte et qu'il s'appuie sur des écrits, et texte qui a été prononcé dans le séminaire de Jean-François Ballaudet, comme ça a été rappelé également tout à l'heure. L'entretien peut durer entre 1h, 1h30, comme Arnold et Pierre Hadot le souhaitent. De toute façon, donc, nous aurons ensuite, comme prévu, après une petite pause de 10 minutes, la table ronde à laquelle participeront donc les 4 intervenants prévus. Voilà, donc sans autre introduction, en les remerciant encore, je vous rappelle que l'ensemble de nos débats est enregistré, non pas pour servir de pièce dans un procès quelconque, mais pour être diffusé et retenu surtout. Et donc je passe immédiatement la parole et l'animation de la discussion. D'abord, l'introduction peut-être à Arnold Davidson. Merci. Oui, l'idée c'était de partir de ce texte inédit sur l'enseignement antique et moderne de la philosophie, mais je voudrais commencer avec une citation qui restera présent implicitement pendant tout cet entretien. C'est une citation... Vous demandiez à ma femme, mes appareils auditifs, ils sont dans le manteau. Dans mon manteau. Tu dois C'est pas grave. Donc je vais commencer avec une citation de l'avant-propos de la citadelle intérieure de Pierre Hadot. Je cite Pierre Hadot. « Je déteste ces monographies. » C'est déjà une chose assez importante pour moi, parce que j'ai relu presque tous les textes de Pierre Hadot, et il ne dit presque jamais « je déteste ». Donc, c'est assez significatif. Je cite. « Je déteste ces monographies qui, au lieu de donner la parole à l'auteur et de rester près du texte, s'engagent dans des élucubrations obscures qui prétendent réaliser un décodage et révéler le non-dit du penseur, sans que le lecteur ait la moindre idée de ce que ce penseur a réellement dit. Une telle méthode permet malheureusement toutes les déformations, tous les gauchissements, tous les coups de pouce. Notre époque est captivante pour bien des raisons, mais trop souvent on pourrait la définir au point de vue philosophique et littéraire comme l'ère du contresens, sinon du calembour. N'importe quoi à propos de n'importe quoi. Fin de citation. Donc, je vais conduire cet entretien à partir des citations de Pierre Hadot pour rendre doublement présente la pensée de Pierre Hadot. Pour ce qui est de l'enseignement antique et moderne de la philosophie, on peut commencer avec une citation très chère à Pierre Hadot. C'était cité plusieurs fois dans ses textes, une citation qui vient de Plutarque. La plupart des gens s'imaginent que la philosophie consiste à discuter du haut d'une chaire et à faire des cours sur les textes. Mais Socrate, lui, ne s'asseyait pas sur une chaire professorale, il n'avait pas d'horaire fixe, mais c'est en vivant la vie de tous les jours qu'il a philosophé. Dans ce texte inédit de Pierre Hadot, il dit à propos des écoles philosophiques de l'Antiquité, je cite le texte, « Leur principale caractéristique consiste dans le fait que choisir telle ou telle école, c'est choisir un mode de vie. On peut comparer cela avec la situation du moderne apprenti philosophe. Celui-ci ne devient pas philosophe en choisissant un mode de vie. Il fait de la philosophie parce que cela fait partie du programme de terminale, et c'est un hasard
s'il rencontre un professeur partisan de telle ou telle école philosophique. Au contraire, l'apprenti philosophe dans l'Antiquité cherche l'école philosophique qui lui convienne. Fin de citation. Et Pierre Hadot, encore une fois, à plusieurs reprises, a cité une remarque de Nietzsche dans Schopenhauer éducateur. Donc je cite Nietzsche. On n'a jamais enseigné dans les universités l'unique méthode critique est la seule probante que l'on puisse appliquer à une philosophie, celle qui consiste à se demander si l'on peut vivre selon ses principes. On n'y enseigne que la critique des mots par les mots. Mais en même temps, Pierre Hadot a toujours souligné que l'Antiquité n'était pas non plus l'âge d'or. Je cite un autre texte. Il ne faudrait pas penser que tout discours philosophique dans l'Antiquité ait été inspiré uniquement par le souci d'apprendre à vivre une vie philosophique, puisque d'un bout à l'autre de l'Antiquité, on peut constater une constante dénonciation par les philosophes des professeurs qui se contentent de briller par le discours sans vivre de manière philosophique. Cela suppose bien que la tendance à se contenter du discours existait déjà chez les philosophes antiques. Et donc, je voudrais poser la question des différences principales entre l'enseignement antique de la philosophie et l'enseignement moderne de la philosophie. Et surtout le problème actuel de la possibilité pour nous aujourd'hui de pratiquer des exercices spirituels. Parce que, comme Pierre Hadot a bien montré, le contexte à la fois social et intellectuel est complètement différent. Donc la première question concerne les différences entre l'enseignement antique et l'enseignement moderne de la philosophie. Alors, merci beaucoup. Oui, alors le problème qui se pose à nous, c'est donc à la fois de savoir si on peut modifier le fonctionnement actuel des universités, ce dont je doute, et dans quelle mesure, et d'ailleurs c'est nécessaire aussi. C'est-à-dire que vous me demandiez quelles étaient les caractéristiques de l'enseignement antique, de la philosophie. Alors, je crois qu'ils ont été définis par Platon à propos des pythagoriciens, c'est-à-dire un mode de vie, je crois qu'il dit tropos to biou, et un mode de vie spécial, une vie en communauté, et enfin je pense que c'est plus, au fond il y en a, je pense qu'il y en a que deux, mais dans l'Antiquité, en principe, la philosophie devait donc conduire à pratiquer un mode de vie et se réaliser en vivant en commun. Mais au fond, quand j'ai fait ce travail pour Jean-François Ballaudet, je me suis aperçu qu'il fallait quand même corriger ma représentation de la philosophie antique. Parce que un exemple intéressant, c'est celui de Théophraste, le disciple d'Aristote. Alors, Théophraste, il avait d'après Diogène Laërce, il avait 2000 élèves. Alors,
évidemment, les histoires, tout est compliqué quand on fait l'histoire de la philosophie. Évidemment, il s'agit de savoir s'ils étaient tous là en même temps ou s'ils étaient là de temps en temps. Mais apparemment, il y avait quand même une masse d'élèves. Et d'autre part, dans Diogène Laërce aussi, dans la vie des philosophes, et on a une lettre de Théophraste que cite Diogène et qui dit qu'il n'y a pas moyen de trouver un local à Athènes pour faire son enseignement. Et il dit, pourtant, mon enseignement sert à redresser les mœurs. Ce qui est d'ailleurs intéressant parce que justement, consciemment, Théophraste souligne le fait que la philosophie correspond à une certaine manière de vivre. Mais alors le problème, c'était justement que 2000 élèves, s'ils étaient tous ensemble, ne pouvaient pas vivre en communauté avec 2000 élèves. Et en fait, je pense que d'un bout à l'autre de l'histoire de l'Antiquité, la différence entre l'enseignement, si on pourrait dire, de philosophie comme acte, et l'enseignement de la philosophie comme discours, au fond, se répartit selon justement l'auditoire. Parce que à l'époque impériale, par exemple, les élèves des nouvelles écoles que Marc Aurèle avait fondées, ils devaient être quand même en assez grand nombre. Il y avait 4 écoles, on discute aussi au point de vue historique de savoir s'il y avait 2 chaires pour chaque secte philosophique, c'est-à-dire pour l'aristotélisme, le platonisme, etc., ou une. Mais enfin, qu'il y ait une ou 2, il y avait quand même certainement un très grand nombre d'élèves. Donc, le maître ne pouvait pas être un directeur de conscience pour beaucoup d'élèves. D'où la distinction qui d'ailleurs se trouve dans les textes et qu'on attribuait d'ailleurs déjà à Pythagore entre les vrais disciples, le petit groupe des disciples et le groupe des auditeurs, qui ne sont pas en contact direct avec le maître. Alors, en fait, il semble bien que, par exemple, même dans l'école de Plotin, qui probablement n'avait pas beaucoup d'élèves, il y avait quand même 2 catégories. C'est Porphyre qui nous le dit dans la vie de Plotin, 2 catégories d'auditeurs, les fervents, si on peut dire, les zélotailles, et puis les gnorimoi, enfin les familiers, et au contraire tous les autres. Alors en plus, on peut penser aussi qu'il y avait 2 catégories d'élèves, je veux dire dans leur motivation. Il y avait des élèves qui justement considéraient la philosophie comme un choix de vie, et puis des gens qui utilisaient seulement la philosophie pour la culture générale et surtout pour illustrer les discours. C'était souvent des futurs administrateurs ou hommes politiques. Et de ce point de vue-là aussi, d'ailleurs, je n'ai jamais beaucoup parlé, mais j'en ai parlé un peu, je crois, dans Qu'est-ce que fait la philosophie antique. Isocrate représente, qui est de l'époque de Platon,
représente un type de philosophie qui est à cheval entre les deux, entre la philosophie comme acte et la philosophie comme discours, parce que, en somme, il enseignait, enfin, il n'enseignait pas la philosophie, mais il formait des futurs orateurs, mais en exigeant aussi une vie morale de ses auditeurs, et en même temps en apprenant à ses auditeurs à bien parler. Et ça, c'est une tradition qui est dans toute l'Antiquité, depuis Socrate jusqu'à Pulée. Par exemple, Cicéron, par exemple, Cicéron définit l'orateur comme vir bonus dicandi peritus, c'est-à-dire qu'au fond, il y a un aspect, en principe, un aspect moral, et en même temps qu'une technique de parole. Et Apulée, lui, définit la philosophie comme l'art de bien vivre et de bien parler. Donc, il faut bien se rendre compte qu'il y a cet aspect qui doit diminuer un peu l'opposition que j'ai faite entre des philosophes qui seraient qui vivraient leur philosophie, puis des philosophes qui s'intéresseraient qu'au discours philosophique. Seulement, c'est sûr aussi que les philosophes authentiques, si on peut dire, reprochaient aux autres philosophes d'être des rhéteurs, de purs rhéteurs. Par exemple, Plotin, qui parle de Longin. Longin, qui était professeur attitré, semble-t-il, dans la chaire de Marc Aurèle, enfin, bien après Marc Aurèle, qui était le professeur de philosophie platonicienne, et qui avait d'ailleurs une vie, il y avait une vie de l'école aussi, chez Longin. On faisait une fête pour l'anniversaire de Platon, etc. N'empêche que Plotin dit de Longin que ce n'est pas un philosophe, mais un philologue, c'est-à-dire pas un amoureux de la sagesse, mais un amoureux du discours. Donc, on voit que, au fond, il y a aussi un point de vue des philosophes du mode de vie philosophique ont toujours considéré les philosophes qui étaient à la mode d'ailleurs et qui avaient beaucoup d'auditeurs comme des beaux parleurs. Alors, ça c'est donc, dans l'Antiquité, il ne faut donc pas il faut mettre un bémol, si on peut dire, à ce que j'avais dit autrefois. Mais d'autre part, dans la philosophie moderne, et là, je crois que le bémol, je l'avais déjà mis, c'est-à-dire que on peut dire que depuis on en a parlé ce matin du passage du rôle du Moyen Âge dans le développement d'une philosophie théorique, mais en tout cas, à partir de la Renaissance, on a aussi toutes sortes de philosophes qui sont l'université ayant été fondée au Moyen Âge, qui sont extérieurs à l'université. Et il faut dire que la plupart des grands philosophes à l'époque moderne, au sens strict du mot, ont été des extra-universitaires, c'est-à-dire Descartes, Malebranche, Spinoza, et
Et ces philosophes ont quand même déjà donné à la philosophie une certaine orientation, je dirais, existentielle presque. J'ai fait un article une fois sur les méditations de Descartes, et Descartes dit très bien que on ne peut pas, pour arriver à prendre conscience de l'existence de la pensée et de la valeur de la pensée, il faut du temps, il faut de la méditation, il faut ruminer. Et Descartes lui-même, on peut le considérer comme un directeur de conscience, par exemple dans ses lettres à la princesse Élisabeth. Spinoza, c'est extrêmement théorique apparemment, mais en fait ça a des implications dans la vie qui sont extrêmement fortes. Et alors, je pense que le tournant décisif se situe au XVIIIe siècle avec l'apparition des Lumières, de la Aufklärung. À ce moment-là, se développe l'idée d'un philosophe ou d'une philosophie même qui peut être accessible à tout le monde. Et on l'appelait d'ailleurs, je ne sais pas dans quelle était l'extension de l'expression, mais la philosophie populaire. Il y a d'ailleurs des travaux qui ont été faits là-dessus. Il y a un recueil d'études sur je crois qu'il s'appelle Popularité de la philosophie. Et donc il y avait alors l'idéal, c'était justement Socrate, Socrate parce que il était en contact avec tout le monde et en même temps il ramenait la philosophie des considérations abstraites aux réalités humaines. Et les philosophes comme Voltaire voulaient aussi faire cette démarche. Et alors, donc, pour continuer sur la piste de la philosophie populaire, on peut dire que j'ai beaucoup parlé dans mes livres de la philosophie cosmique de Kant, cosmique signifiant justement non pas, ça a presque le sens inverse de ce qu'on croirait, c'est la philosophie du monde, c'est-à-dire la philosophie qui intéresse tout le monde. Et donc ça c'est quand même l'héritage de la philosophie populaire. Et Kant considère que le vrai philosophe est quelqu'un qui met en pratique ce qu'il dit et qui présente à ses auditeurs ce qui intéresse vraiment l'homme. Alors, donc, on peut dire qu'à partir du XVIIIe siècle, il y a tout un courant de philosophie qui est considéré comme mode de vie. Et d'ailleurs, le mot philosophe a souvent, a toujours, pas toujours, mais quand on parle de quelqu'un qui a pris les choses avec philosophie, ça a toujours eu cette nuance existentielle. Alors, en fait, ça c'est, il y a eu ce regain. Excusez-moi. Ça a eu je vais boire un petit coup. Est-ce que c'est le courant d'air qui vous dit? Non. Il y a un courant d'air. Oui. Il y a donc, tout ça va jusqu'à Kant, si vous voulez.
Mais après, il y a eu une réaction très très forte. L'université avait continué depuis le Moyen-Âge sous une forme qui était inféodée à la fois à l'Église et à l'État, et qui enseignait d'une manière de fait très abstraite des systèmes philosophiques. Mais alors le point culminant est arrivé au début du XIXe siècle avec les universités allemandes et Hegel. Et là, il y a eu beaucoup d'études, notamment de Luc Ferry et d'autres, sur ce moment-là. Et enfin, vous aurez des références que j'ai trouvées moi aussi dans la traduction qui a été donnée. Je ne me rappelle plus très bien du nom du monsieur, mais traduction qui a été donnée du livre de Schopenhauer contre la philosophie universitaire. Et alors, à ce moment-là, il y a eu, enfin cette réaction, c'est Hegel qui est partisan d'une philosophie systématique et qui suppose que la philosophie systématique, c'est l'œuvre, enfin qu'elle doit être enseignée dans les universités et que c'est au service de l'État que tout ça doit être enseigné. Et Hegel lui-même sait très bien la différence qu'il y a avec la philosophie antique, parce que il dit autrefois, dans l'Antiquité, la philosophie était une affaire privée, tandis que maintenant c'est une affaire d'État. Et alors aussi bien Hegel, Schelling, Fichte, je pense qu'ils ont tous écrit des traités de l'université, enfin sur l'université. Et alors il y a eu cette réaction de Schopenhauer qui dit que alors qui lui aussi fait allusion à la différence qu'il y a entre la philosophie antique et la philosophie moderne, et alors qu'il y a une critique terrible de la philosophie universitaire, dont il dit que c'est de l'escrime devant un miroir, enfin. Et alors, je pense que Schopenhauer a eu une influence considérable au XIXe siècle, notamment sur Nietzsche. Et Nietzsche, lui, écrit à un de ses amis, quand il est professeur à Bâle, qu'il est complètement découragé par son enseignement universitaire et qu'il voudrait fonder une académie hellénique, dit-il. Et une académie hellénique dans laquelle il serait lui le maître et qu'il pourrait diriger ses disciples et leur indiquer des modes de vie aussi. Et alors, à ce sujet-là, je vous recommande le livre anglais de Horst Hütter qui s'intitule, je prononce mal, Shaping the Future. C'est bien, non, c'est bien. Et qui montre les exercices spirituels, enfin l'existence des exercices spirituels chez Nietzsche. Il y a tout un chapitre sur cette question de l'académie de Nietzsche. C'était le rêve de toute la vie de Nietzsche, d'avoir des disciples et vivre en commun avec eux. Puis alors, après, je pense que là, il y a peut-être encore d'autres détails à la fin du 19e, mais alors ce qui est très caractéristique, c'est quand même qu'à partir peut-être de Blondel, d'ailleurs, le philosophe Blondel qui a pensé à une philosophie de l'action, mais surtout, évidemment, à partir de Bergson. Alors, c'est la fameuse phrase
dont je cherche toujours l'origine, enfin, du moins on connaît en partie l'origine. La philosophie n'est pas une construction de système, mais la résolution, une fois prise, de regarder naïvement en soi et autour de soi. C'est dans une lettre à Lot, hein, mais il semble... Enfin, moi, ce qui est le plus curieux, c'est que je pense avoir lu un livre de Monsieur Vieillard-Baron, et dans lequel il citait cette phrase et il donnait la référence. Alors, je m'étais précipité et j'avais lu ça. Et depuis ce temps-là, premièrement, j'ai pas retrouvé le livre de M. Vieillard-Baron, et deuxièmement, j'ai jamais retrouvé dans les œuvres de... Parce que dans la lettre à Lot, il dit la philosophie. Lot lui avait fait des compliments sur son œuvre philosophique. Alors, Bergson lui répond en disant la philosophie n'a pas à être louée comme une construction personnelle. Mais alors moi, au baccalauréat, alors là, je ne me rappelle pas qu'on ait eu comme sujet, j'ai eu ça comme sujet, mais en 1939, mais je ne me rappelle pas qu'il y ait eu comme une construction personnelle. Et d'ailleurs, je me demande si en 1939, on connaissait la lettre de Bergson à Lot en plus. Et j'ai vu citer aussi par Breillet dans un éloge funèbre de Bergson, où il écrit, alors là, construction impersonnelle. Hein. Il connaissait la lettre à Lot. Bon, parenthèse. Et alors, évidemment, on peut dire que voilà, votre phrase de ce matin, Bergson, philosophe... Très grand universitaire, très grand anti-universitaire. Exactement. C'est valable pour beaucoup d'autres professeurs du XXe siècle. C'est valable pour Merleau-Ponty, pour Louis Lavelle. Et puis, enfin, il y a aussi des gens qui n'étaient pas universitaires, comme... Enfin, au fait, moi, je me suis toujours demandé, Sartre, il a eu un enseignement quand même. Il n'est pas à l'université. Au lycée du Havre. Au lycée, mais jamais... Ah oui, c'est ça, oui. Enfin, bon. Et donc, on ne peut pas dire non plus, on ne peut pas caricaturer non plus la philosophie moderne. Bon, je pense que ça vous va, ça? C'est bien. Si je ne toussais pas, ça serait bien. Non, parce que c'est un peu paradoxal, parce que, évidemment, pratiquer les exercices spirituels dans le contexte de l'université actuelle, ça peut faire rire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire précisément, pratiquer des exercices spirituels à l'intérieur de l'enseignement classique à l'université qui concerne la philosophie? On peut étudier des textes, mais pratiquer les exercices spirituels, ce n'est pas du tout évident. Et en même temps, au moins c'est mon expérience personnelle, quand j'enseigne à Chicago, à Pise, à Paris, partout, les textes, par exemple l'essai exercice spirituel, il y a un grand écho parmi tous les élèves qui me demandent toujours, alors j'ai bien compris qu'il y a une autre manière de faire de la philosophie. Mais comment et où peut-on pratiquer les exercices spirituels? Comment on peut trouver un lieu approprié aux pratiques des exercices spirituels? Et ils pensent tout de suite au lieu de la religion, parce que ça c'est plus évident. Plus évident et peut-être, je sais pas, parfois plus dangereux, je sais pas. Quand même, le rapport qui était aussi indiqué aujourd'hui
entre la pratique des exercices spirituels dans le contexte de la philosophie